Durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors pourquoi on a tous tendance à faire la même chose? Vous me direz, c'est pas très grave quand il s'agit d'habitudes agréables, mais en revanche, quand on refait sans cesse les mêmes erreurs, il faut peut-être se poser la question. Et tout particulièrement dans le domaine amoureux, pourquoi on choisit toujours quelqu'un qui ne nous convient pas? Je pense par exemple à ces femmes qui vont tomber amoureuses toujours d'un homme qui est marié, ou bien ces hommes qui choisissent toujours une femme victime en espérant la sauver. Eh bien, je vous propose qu'on aide à décoder tout ça, pourquoi on reproduit les mêmes erreurs, et c'est en compagnie de Christophe Médici qui est avec nous et qui a beaucoup travaillé justement sur ces schémas répétitifs, et donc il nous expliquera d'où ça vient tout ça, et on pourra évidemment aborder ce sujet dans le domaine amoureux. Mais si vous êtes dans un schéma professionnel par exemple, ou je ne sais pas moi, quel que soit votre domaine dans lequel vous avez tendance à répéter les mêmes erreurs et que vous avez envie d'en sortir, vous pouvez nous appeler, on vous donnera des conseils tout à fait judicieux. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Comme devise aujourd'hui, je vous propose qu'on décode cette devise: on ne peut pas faire la promesse de s'aimer toujours. En Love Conseil, on verra quelles sont les sources de conflits dans un couple. En Sexo Conseil, on examinera la carte orgasmique féminine. Et je vous propose comme duo pour ou contre, nos croyances sont-elles un atout pour faire les bons choix? Mais tout de suite, j'ai le plaisir de vous présenter quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il est souvent avec moi sur Sud Radio, Christophe Médici. Bonjour. Bonjour Brigitte, ravi de vous retrouver. Mais merci d'être avec nous. C'est votre rentrée, oui, c'est un peu notre rentrée aussi, c'est la première semaine. C'est la rentrée. Alors, vous êtes psychosociologue et surtout, vous avez fondé cette haute qualité relationnelle, cette méthode HQR, et votre dernier livre, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie, aux éditions Lanor. On parlera d'ailleurs un peu musique avec vous demain, mais on parlera de musique sous la couette. Là, tout de suite, on va parler de ces schémas répétitifs qui proviennent la plupart du temps de nos croyances, de biais cognitifs, de choses qui sont très inscrites en nous et dont on a du mal à se séparer. Tout à fait, il y a un biais cognitif qui est très connu, Brigitte, qui s'appelle le biais de conformité, n'est-ce pas, qui fait beaucoup de dégâts en la matière, où les gens, par conformité, entre conformité et conformisme, Brigitte, parfois il y a une feuille de papier à cigarette, n'est-ce pas, eh bien, vont refaire, on pense tout de suite à un de mes collègues qui avait écrit un grand livre là-dessus, Monsieur Cotreau, la répétition des scénarios de vie, n'est-ce pas, Jean Cotreau. C'est-à-dire que l'idée, vous parlez de l'amour, effectivement, parfois, on choisit le même type de personne. Mais moi, je ne peux pas m'éviter de référer à un concept que j'ai créé moi, qui est le concept du saboteur, vous le savez bien, dans sa tête, parce que si on répète des scénarios qui vont mal et qui nous amènent vers le bad, les jeunes générations, ils ont une nouvelle expression, vous avez compris, là, le nouveau mot qui est depuis quelques années, là, ils appellent ça, aujourd'hui, j'ai badé toute la journée, ou j'ai une relation qui me fait bader, qui vient du bad en anglais. Alors, ils badent tous, les jeunes. Ils ont badé, la répétition d'un mauvais scénario, c'est d'avoir badé dans une relation, d'être dans un milieu professionnel. Regardez, il y a une étude qui est sortie, vous parliez de la vie pro sur la répétition du travail, Brigitte. Une étude est sortie au début de l'été, 2 salariés sur 3 vont travailler tous les matins sans le sourire. Why? Pourquoi? Mais parce que certainement qu'à chaque fois, ils choisissent des activités professionnelles qui sont pas en phase avec peut-être une joie de vivre, bonheur. Moi, je voudrais juste d'abord, pour qu'on comprenne bien, c'est assez logique quand on a 18 ans d'être dans des croyances qui nous viennent de notre enfance, de notre éducation, de notre culture aussi, parce qu'il y a des répétitions qui se font à cause de notre culture. Donc c'est assez logique. Ce qui est embêtant, c'est quand on reste dans cette croyance ou dans ces répétitions et qui nous rendent pas heureux. Donc je crois que la première clé que j'ai envie de donner déjà, c'est prenons conscience qu'on répète quelque chose qui ne nous convient pas. Et ça, c'est pas si simple. Vous avez tout à fait raison, Brigitte. C'est toujours la première marche, la marche de la conscientisation. C'est la première marche des 5 marches. Mais volins nolins, je connais beaucoup de mes stagiaires ou des coachés que j'ai au long de ma formation ou de mes stages qui sont toujours dans la conscientisation. Et vous savez à quoi on les reconnaît? Et beaucoup d'auditeurs de votre formidable émission vont se reconnaître. Malheureusement, ils disent « je sais ». Mais le problème, c'est que quand tu dis « je sais »,
Tu dis je sais, donc tu restes sur la marche conscientisation. Prenons quelqu'un qui est dans une relation avec une femme. Vous voulez dire, ils disent je sais que ça me convient pas. Exactement. Par exemple, pour une femme qui est avec le même homme depuis 20 ans ou 30 ans, ou un homme qui est avec la même femme. Et la relation, forcément, ne le fait pas décoller. On est d'accord? Elle n'est pas forcément toxique, mais à chaque fois qu'une amie lui dit que ce serait peut-être bien que ça bouge, pour elle, elle fait oh je sais. Disant je sais, elle est comme coincée sur la case 1, qui est la case conscientisation, mais on répétera si on continue à dire je sais. Moi je dis toujours à mes stagiaires, quand on dit je sais, on dit arrête de m'enseigner. Je sais, donc ne m'enseigne pas, sois pas mon formateur. On ferme la porte, Brigitte. Et donc à un moment donné, il faut passer à la case décision. Je décide, et ça vient du latin decidere, qui veut dire il n'y a pas d'autre alternative que de faire autrement, et après on va passer à une autre action. Mais d'une certaine manière, la personne qui me dit je sais, fais gaffe, parce que t'es un peu coincé. Vous savez, l'autre jour je regardais une étude. C'est très juste ce que vous dites. Mais oui, Brigitte, je regardais une étude. Mais en fait, quand on dit je sais, alors qu'on essaye d'ouvrir les yeux à l'autre, c'est qu'au fond, il n'a pas envie d'ouvrir les yeux. Exactement. Moi, quand on me dit je sais, j'arrête de. Non, mais vous avez une amie que vous essayez d'aider depuis 10 ans, Brigitte, d'accord? À chaque fois que vous essayez d'aider. 10 ans, j'essaye pas d'aider 10 ans. On va dire 10 fois. On va dire 10 fois. À la 10e fois, elle continue à vous dire je sais, une Sandrine, d'accord? Au bout d'un moment, tu vas dire tu sais? Ah bon, d'accord. Alors je te dis plus rien sur ce sujet-là, d'accord? Parce que vous en avez marre. Dit que je sais, tu voyez bien qu'elle, de son côté, elle est dans la répétition des scénarios. Alors, ce qui est intéressant, on a compris, et je pense que tout le monde a compris, parce que là, on est vraiment dans du concret grâce à vous, et vous êtes toujours très concret, Christophe Médissier, c'est ce que j'aime chez vous. Bon, alors, comment on fait pour l'éveiller? Alors, moi, j'aurais 3 clés à donner au cours de l'émission. On la secoue, on la prend par les pieds pour qu'elle lâche prise. On va leur donner 3 clés au cours de l'émission. La première clé, elle est liée au fait qu'une personne qui a l'impression, vous savez, j'ai beaucoup d'expressions, que demain est passé à la photocopieuse, côté un peu névrose comme ça, demain est passé à la photocopieuse, je reprends, leur dire, tiens, c'est la rentrée. Et si vous essayiez de vous initier à une nouvelle activité? Alors ça peut être n'importe laquelle. Tiens, allez à la journée des associations de votre ville, n'importe quelle ville. Et puis dites-vous, tiens, je vais m'essayer à un nouvel art. Pourquoi pas une nouvelle danse? Pourquoi pas la salsa? Pourquoi ça, je leur dis? Parce qu'ils vont forcément se trouver un nouveau groupe d'appartenance. Et dans ce nouveau groupe d'appartenance, il va y avoir de nouvelles âmes, Brigitte, de nouveaux êtres humains. Or, une étude américaine est sortie il y a une poignée de mois là qui disait, et ça je le dis à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent et qui sont de plus en plus nombreux. Posez-vous la question sur vos 5 dernières années. Et si vous avez exactement les mêmes relations, c'était sorti il y a quelques mois ça, depuis 5 ans, certainement que votre vie stagne. Et sur tous les domaines. Parce que c'est pas normal. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut mais bien entendu que non. On ne dit pas ce qu'on n'a pas dit. On garde les vrais grands amis, les pivots affectifs relationnels. Mais attention à avoir toujours les mêmes relations, Brigitte. Oui. Enfin, les mêmes. On va même pas parler d'amis. Là, on parle de gens qu'on croise. Des cercles de qualité relationnelle, les mêmes relations. Bien sûr. Bon, donc ça, déjà, on a un petit peu avancé. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec vous. De toute façon. On aime bien avoir des habitudes en tant qu'humain, on est pétri d'habitudes d'ailleurs, et c'est bien parce que d'ailleurs ça nous évite de réfléchir à chaque fois comment il faut faire, etc. Le cerveau aime bien tout ce qui est automatique, mais ce qu'il faut juste quand même repérer, c'est quand quelque chose, une habitude, ne nous fait pas du bien. Les habitudes qui sont liées un peu à quelque chose de névrotique, Brigitte, on est d'accord. Vous avez des habitudes, on aime beaucoup le mot vous et moi, qui sont des rituels, et les rituels, ça ne fait que du bien. Janssen a écrit un très beau livre là-dessus il y a une poignée de mois, je crois que vous l'aviez invité pour qu'il en parle. Donc évidemment les rituels, je ne crois qu'aux rituels, mais par contre une habitude, il y a des habitudes du bon et il y a les habitudes du mauvais. Vous faites référence effectivement à ces 3 fameuses zones qui sont dans le cerveau. La première zone, c'est la zone de confort. Alors moi j'en ai un peu marre sur YouTube, tous les réseaux sociaux, de tous mes collègues qui disent tout le temps, oui, fini la zone de confort. Mais attendez, vous et moi on le sait, une personne qui n'a pas une zone de confort dans sa tête, elle est folle, on est d'accord? Elle n'a pas de cadre, elle n'a pas de structure. Donc vous avez tout à fait raison de dire à vos auditeurs, il faut une zone de confort. Oui, celui qui veut toujours aller dîner dans un restaurant différent chaque soir, c'est épuisant. Et puis même, regardez, vous avez des amis, resto, nous et moi on est amis depuis plus de 20 ans, c'est une zone positive. Les rituels positifs, on les garde. Aller dans un endroit, on se foutait du monde de camping du Bosque, on est d'accord? Longtemps j'ai pensé ça. Longtemps je me suis dit, comment on peut être Jackie à aller en placement 16 au camping des Flots Bleus? On est complètement dans le thème de l'émission, parce que Jackie, pourquoi il est mal? Pourquoi il est mal, Claude Brasseur, dans Camping 1? Parce qu'il n'a pas sa place habituelle.
Mais c'est là aussi qu'il a vécu son grand amour. C'est là qu'avec sa femme, ils ont gravé leurs deux lettres de leurs deux prénoms sur l'arbre. Eh ben, on comprend qu'il soit mal, Jackie. Parce que ça, pour lui, c'est un enracinement positif. Alors, tout le monde se fout de sa gueule, évidemment, parce qu'évidemment, c'est Camping, mais il est très malin, Dubosc, dans ce film. C'est un film sociologique, Camping 1. C'est un très bon film. Très bon film. J'ai pas moins aimé Camping 2 et 3, mais le 1 est très bon. Je suis d'accord. Et ce que je voudrais juste dire à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez l'impression que vous êtes dans des habitudes qui vous vont pas, si vous avez l'impression de répéter les mêmes erreurs, appelez-nous, parce que si on reste dans des choses qui ne nous conviennent pas, eh bien très souvent il nous arrive un accident ou une maladie, et c'est là, à ce moment-là, enfin, où on se réveille. Et je trouve que c'est mieux de se réveiller un petit peu plus tôt. Vous êtes assez d'accord avec ça? Le corps ne triche jamais, et le corps nous donne des leçons. Et quand on est vraiment pas bien, le corps finit par nous donne des leçons. Absolument. 0826 300 300, c'est Fabienne qui va commencer avec nous dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, il faut répéter les choses qui sont bien, et donc je réinvite Christophe Médicis qui est avec nous aujourd'hui parce que vous êtes toujours très concret, et je sais que les auditeurs comprennent bien ce que vous dites et ce que vous transmettez. Vous êtes évidemment le fondateur de la HQR, Haute Qualité Relationnelle. Bonjour Fabienne. Bonjour Christophe, bonjour Brigitte. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors, pendant des années, vous tombiez toujours amoureuse d'hommes mariés, c'est bien ça? Ah oui, alors, avant de vous raconter, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Oui. Vous dire que je suis très très heureuse de vous retrouver et que je vous adore et que vous m'aidez énormément. Et comme c'est la rentrée, eh ben je vous le dis. Merci, je le prends de tout cœur. Merci beaucoup, Fabienne. Merci beaucoup. Alors, moi aujourd'hui je vais témoigner et je vais un petit peu sortir la phrase de Jean Gabin. Je sais ce que je ne sais pas. Et je compte sur vous pour m'aider et m'accompagner. Alors moi j'essaie de travailler beaucoup sur moi, de conscientiser. Je pense pas trop, mais moi je me retrouve toujours dans des schémas, où je me suis retrouvée dans des schémas amoureux, où j'ai vécu des relations amoureuses qui étaient vraiment pleines d'amour, mais avec des hommes mariés. Et à chaque fois, je rencontrais un homme libre, célibataire, et bizarrement, il me plaisait pas et il était pas pour moi. Mais dès qu'il y avait un homme marié, alors c'est pas calculé, c'est-à-dire que la machine à sentiments s'emballe et j'allais vers l'homme marié, puisque actuellement je suis dans une relation libre, avec un homme libre, mais pour autant, je crois que je préférais dans une relation avec un homme marié, où c'était, je trouve, bien plus simple. Et quand on parle d'erreurs et des schémas répétitifs, ce qui me pose problème, c'est que si on prend les croyances limitantes, la religion, l'éducation, c'est pas bien d'être dans une telle relation, et c'est pas mon genre, mais et je ne souhaite plus être dedans, mais il n'empêche qu'en toute conscience, je suis allée m'engouffrer dans ces relations, et donc je suis responsable, et en fait, m'auto-flagellée, coupable de ça. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi, en fait. Bon, alors déjà, je vais nuancer. Vous n'êtes coupable de pas grand-chose. Sur le plan de la morale, d'une certaine époque, peut-être même pour certaines personnes encore aujourd'hui, ok, vous pourriez être considéré comme coupable. Attention à ne pas vous flageller et vous sentir coupable. C'est pas, enfin, je veux dire, l'homme marié est aussi responsable que vous. Et c'est des choix d'adultes consentants. Donc moi, je n'y vois pas de culpabilité. Après, chacun a sa morale, mais moi, je pense que cette morale de penser qu'on est naturellement fidèle est une morale qui ne tient absolument plus la route à notre époque. Fabienne, puis-je me permettre de vous poser quand même une question qui va nous permettre d'un peu plus vous éclairer? Bien sûr. Est-ce que quand vous êtes avec l'homme marié dans la relation, vous êtes confortable dans cette relation, ou vous êtes peu ou prou inconfortable? Eh bien, les deux. Oui, mais quand même, ça penche plus d'un côté ou de l'autre, Fabienne? Et est-ce que en quoi vous êtes inconfortable alors? Voilà. Plus précisément, qu'on avance. Alors, je suis inconfortable dans le fait que je suis la femme de l'ombre, c'est-à-dire que la relation, bien évidemment, est cachée. Vous en souffrez?
j'en ai souffert. Alors, est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose? Parce qu'en fait, j'en ai souffert sur le moment. Et là où je suis dans une relation avec un homme libre, ça me permet de faire une comparaison. Et en fait, je m'aperçois que finalement, ce qui m'allait pas quand j'étais avec l'homme marié, finalement, c'était bien. Parce que quand je vous dis confortable, c'est que le côté, j'ai un côté hyper indépendant et autonome. Et voilà. Et le fait d'être avec un homme marié, ça me permet. Non, mais on y vient, Fabienne. C'est pour ça que nous vous posons ces questions. Hein. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vous plaisent dans le fait d'être avec un homme marié. Brigitte va vous faire des retours là-dessus, j'en suis persuadé. Mais est-ce que tu es libre? Vous savez, il y a un nouveau mot maintenant qui est sorti depuis 4-5 mois. Il y a le mot célibataire, tout le monde le connaît. Il y a le mot couple, tout le monde le connaît. Et il y a des gens qui aiment être en célicouple. C'est-à-dire qu'on est en couple, mais en même temps, on est chacun chez soi. Et il y a une part célibataire. Est-ce que vous avez l'impression que l'homme avec qui vous êtes, justement, il est un petit peu entreprenant, un peu trop engageant? Alors non, mais il est hyper adorable, mais j'ai l'impression de jouer au couple, ça me va pas. Parce que, ou alors ça me va 2 jours. Fabienne, sur un plan comme ça assez général, lorsqu'on aime être avec des hommes mariés, c'est en effet parce qu'on aime garder une certaine liberté. Hein. On n'a pas de compte à rendre beaucoup à un homme marié. On est aussi avec ce sentiment d'être très désiré, très aimé, hein, parce que en général on est la maîtresse, donc on n'a que les bons côtés d'une relation. Donc tout ça, c'est le côté positif d'être avec un homme marié. Le petit côté négatif sur lequel peut-être on peut se pencher avec vous, c'est est-ce que c'est pas la peur justement d'aimer réellement et de s'engager? Parce que quand on est avec un homme marié, il y a pas ce comment dirais-je, même s'il nous quitte, c'est pas la même chose que quand on est en couple et que on est quitté. Je pense qu'il y a... Alors, la peur, en fait, je crois que... Vous dites un mot juste, Brigitte, la peur, mais par contre, je crois que la peur, elle est inversée. C'est-à-dire que, est-ce que je mérite d'être aimée? En fait, c'est pour moi... Cette peur, elle est vis-à-vis de moi, pas vis-à-vis de l'homme. C'est-à-dire, pourquoi cet homme m'aimerait? En fait, j'ai l'impression... Pourtant, est-ce que je mérite finalement qu'on m'épouse? Ouais. C'est ça. Donc ce serait une petite faille dans votre estime de vous-même. Oui, qui est seulement une croyance limitante suite à l'enfance et que j'essaie de travailler, mais à guérir ou à cicatriser. Elle est peut-être conscientisée, comme on aime dire aujourd'hui, mais pas encore cicatrisée, pas encore dépassée. Je pense que vous mettez le doigt dessus. Après, Fabienne, c'est vrai que quand on est dans une relation classique, on n'est que 2, on est d'accord. Je vais y aller sur des œufs. Quand on est dans une relation avec une autre personne, une femme, un mari, parce que ça va des 2 côtés, n'est-ce pas, hein, on est 3, Fabienne. Qui dit 3 dit Oedipe. C'est-à-dire que qui dit 3 dit toujours qu'on partage l'autre, mais que quelque part il y a un jeu avec papa et maman un peu, hein, parce que voilà, on est là, mais il y a une autre personne et on pense à elle. Et parfois, alors c'est là que... la question pour répondre à la proposition que vous fait Christophe Médicis, elle est très simple. La question qu'il faut vous poser, Fabienne, est-ce que vous avez quand même de temps en temps fantasmé que cet homme marié quitte sa femme pour vous? Oh, bien sûr que oui. Mais est-ce que vous insistez? Est-ce que vous lui dites? Est-ce que vous faites partie de ces femmes? Quitte-la, je voudrais que tu la quittes. Ah, mais alors, justement, j'ai fait tout le contraire. C'est-à-dire que c'était dans ma partie intime que j'aurais aimé, que j'aurais souhaité, parce qu'il n'y a plus de relation que d'hommes mariés. Hein. Mais quelque part, vous voyez, il y a des femmes qui vont vivre des relations avec des hommes mariés, qui vont critiquer l'épouse, qui vont dire mais quitte-la, si tu la quittes pas, je vais te quitter. Alors qu'en fait, moi, finalement, je lui trouvais toutes les bonnes raisons de ne pas quitter sa femme. Alors que j'aurais souhaité qu'il le fasse. Et après coup, je me dis mais il a bien fait de pas la quitter. Ça va être très compliqué pour vous et j'en suis désolée. Non, c'est très simple pour nous, mais c'est encore un peu compliqué pour vous. Oui. Je crois, Fabienne, que d'abord, vous êtes aujourd'hui avec un homme qui n'est pas marié, donc on voit bien que vous êtes en train d'avancer, et je pense que cette situation que vous avez répétée à un moment donné, vous aviez besoin de la répéter parce que vous n'étiez pas prête justement réellement à vous engager avec un homme libre, même si au fond de vous il y avait quand même ce désir, puisque vous vous sentiez coupable de ne pas être, de prendre des hommes qui n'étaient pas libres. Donc continuez
continuez à travailler sur justement cette. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui mérite d'être aimé fondamentalement, totalement, et c'est ça qui va vous aider à dépasser tout ça. Ouais, j'espère et que je vais pouvoir travailler sur ça. Par contre, est-ce que je peux vous poser une question? Tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y avait 5 marches. Il y a le je sais, mais est-ce que je peux vous demander quelles sont les 5 marches justement? Oui, alors ça, on va vous les donner dans un instant. Restez avec nous, Fabienne, on se retrouve tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christophe Médicis, nous évoquons les schémas répétitifs. Fabienne, donc, vous nous avez raconté votre habitude de choisir. Enfin, de choisir. Non, c'est pas le fait d'avoir choisi, c'est le fait de tomber toujours amoureuse d'hommes mariés qui indiquait bien le côté répétitif des choses. Et vous avez posé une question à Christophe. Donc, le premier. Alors, en fait, les 5 marches, je refais un peu je réfère à l'idée quand on est dans la répétition des scénarios de vie, c'est de savoir comment tu peux changer et changer en mieux et t'améliorer. On est d'accord? Bien. Et dans mon livre Dites oui à la pleine confiance, j'avais conceptualisé, Fabienne, les 5 marches du changement positif. Nous avons parlé avec Brigitte de la première marche, vous vous souvenez, de la conscientisation. On avait dit qu'il ne faut pas rester coincé. En disant je sais, il faut dire je ne sais pas, et rester ouvert au changement. Que je ne sais rien, vous le disiez Brigitte en off, c'était tout à fait juste cette phrase socratique. La deuxième marche, Fabienne, et pour tous les auditeurs, c'est la marche de la décision. Mais pour arriver déjà sur cette marche-là, il faut dépasser l'idée d'en avoir juste un peu marre. Il y a une femme que j'aime beaucoup qui parfois a de gros problèmes de sommeil. Tant qu'elle n'en a pas marre d'en avoir marre, et Dieu sait si cette femme est chère à mon cœur, elle montera pas sur la deuxième marche, qui est la marche décision. Il faut décider. Ça, c'est la deuxième marche, Fabienne. Décider vient du latin decidere. C'est décider. Je ne prends plus d'homme marié parce que je veux m'engager, comme disait Brigitte. Ça, c'est la seconde marche. Mais attention, une vraie décision. Une décision, c'est pas un petit choix. Tout au temps des JO, on entendait qu'ils disaient les champions, j'ai pris des choix forts. C'est ça, décider. J'ai fait des choix forts. Madodou le disait, tout le monde le disait. J'ai fait des choix forts. Des choix forts. La troisième marche du changement, c'est la marche action. Vous devez agir. Et agir d'une manière autre que ce que vous aviez fait jusqu'aujourd'hui. Phrase de Machiavel dans Le Prince, la loi de l'action ouvre des opportunités que l'inaction aurait laissé cacher. Vous devez agir autrement. Et la quatrième marche, si vous avez fixé un nouvel objectif, trouver un homme seul et comme moi, célibataire comme moi. Évaluez si vous avancez vers cet objectif. C'est la quatrième marche. Et enfin, la cinquième et dernière marche, vous devez être capable de souplesse et de changer vos stratégies, vos actions, si ça ne vous mène pas à l'objectif que vous vous étiez fixé. Voilà les 5 marches pour vous, Fabienne. Eh bien, il vous reste à monter l'escalier. Merci beaucoup. Oui, je vais les monter doucement, mais... bien sûr. Et surtout, n'essayez pas de les enjamber, ces marches. Vous les montez les unes après l'autre et vous prenez le temps qu'il faut pour arriver à les monter. Merci beaucoup, Fabienne, en tout cas. Et merci, Christophe, de ce conseil que vous donnez à tous ceux qui nous écoutent. Alors, en Love Conseil, je vous propose d'évoquer un peu les sources de conflits. C'est la rentrée. Vivre à deux sans se disputer, c'est une mission impossible. C'est même bien de se disputer parce que la dispute, ça permet de remettre les choses à plat, à condition évidemment que ce soit pas une guerre sans fin. Néanmoins, il y a des points sur lesquels on a beaucoup de mal parfois à se mettre d'accord et qui sont des points essentiels et qu'à ce moment-là, il faudra négocier parce que sinon c'est des conflits qui sont impossibles à résoudre. Donc je vais vous passer en revue ces 6 points qui nécessitent une négociation si c'est source de conflit. Le premier, c'est les tâches ménagères, c'est le prix à payer de la vie quotidienne à deux. Autant le savoir, autant se mettre d'accord sur ce qui paraît anecdotique mais qui peut pourrir la relation. Si sans arrêt vous vous disputez pour des questions de qui prend la douche en premier le matin ou je ne sais quoi, ça paraît comme ça très 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 futile, très très
anodin, c'est à force une vraie source de conflit. Donc il faut pas laisser passer ce petit désaccord qui pourrit la relation parce que qui revient sans arrêt. Deuxième point, c'est la vie professionnelle. Être trop absent ou travailler trop au domicile conjugal, par exemple, ou être jaloux du travail de l'autre, c'est fréquent. C'est important également de négocier s'il y a des conflits qui viennent trop souvent par rapport aux rivalités professionnelles. L'éducation des enfants, évidemment, lorsqu'il y a trop de divergences. La belle famille... Le repas le dimanche ou les vacances, c'est source de beaucoup de conflits. Et l'argent aussi est un sujet important parce que parfois il y a des dépenses budgétaires qui provoquent des rancœurs tenaces. Attention du beau truc un peu cher que vous offrez pensant que ça fait plaisir aussi à l'autre, mais qui finalement n'est pas du tout dans ses priorités à lui. Alors sur les conflits, c'est tout à fait, je suis entièrement d'accord. Une étude était sortie dans un magazine il y a 2 ans, qui disait que 77% des causes de conflits de couple, c'était l'argent. Vous avez bien fait de le mettre en premier, Brigitte, parce que je suppose que c'était agressif. Je le mets en 5e, mais c'est très important, 60%. Je les ai pas mis dans l'ordre d'ailleurs. Alors après, ce qui est intéressant dans les conflits, peut-être que vous allez en parler, mais il y a 2 familles de conflits dans le couple. Il y a ce qu'on appelle les conflits récurrents et le conflit ponctuel. Or, une étude avait dit que 8 conflits sur 10 en couple sont des conflits récurrents. Mais autrement dit, les couples s'engueulent toujours pour les mêmes raisons. Non, mais c'est de cela dont je parle, voilà. Bien sûr. Et ils font partie de ces 5 familles. Un conflit qui est juste spontané, voilà. Qui n'est pas, c'est pas. Et alors, le dernier point, c'est évidemment la sexualité, qui est également source de conflits. Voilà. Donc, si faites un petit bilan là, c'est la rentrée de votre couple aussi. Faites un petit bilan s'il y a des conflits répétitifs sur un sujet. Il est plus que temps de communiquer réellement. Et on peut évidemment en parler aussi ensemble à l'antenne. Bonjour Alexandra. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Merci d'être avec nous, Alexandra. Merci. Vous avez de la chance, Christophe. Aujourd'hui, on a que des jolies femmes avec des voix magnifiques qui nous appellent. C'est très gentil, merci. On vous écoute, allez-y. Donc. Alors, sur justement les histoires des histoires d'amour en fait qu'on répète et les mêmes erreurs, effectivement, au bout de quelques années, j'ai constaté que je prenais toujours le même type de profil d'homme, c'est-à-dire des hommes forts qui paraissaient un peu durs, voilà, sur qui on peut compter, soi-disant sécurisant. Et au fur et à mesure du temps, j'ai réalisé qu'en fait, ce profil d'homme, derrière les coulisses, derrière la façade de force, sont des hommes en fait qui étaient avec moi égoïstes, assez violents, manipulateurs, infidèles, et qui mettaient toujours en fait en question mon instinct. C'est-à-dire que de temps en temps, je leur disais, c'est quand même bizarre, je le sens pas comme ça. Et en fait... Votre intuition, vous voulez dire, hein? Oui, mon intuition, en fait, me disait, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il est infidèle, il me ment, il me manipule, mais vous savez, quand vous tombez sur ces prototypes-là, moi, j'étais admirative parce que c'était vraiment, ce sont des hommes que j'ai rencontrés au fur et à mesure des années, des sacrés personnages. Hein, en apparence, des hommes virils. Voilà. Exactement. Et je me suis dit, mais pourquoi, Alexandra, tu répètes, et au fur et à mesure du temps, ça se compliquait. C'est-à-dire, au départ, vous tombez sur un prototype d'homme fort qui est violent au niveau de la parole, et au fur et à mesure du temps, vous répétez, et là, vous tombez sur un autre prototype de violence. Là, ça devient violence physique, et je me suis dit, mais jusqu'où tu vas aller, ma chérie? Et vous avez repéré aujourd'hui pourquoi vous faisiez ces choix répétitifs? Exactement. J'ai repéré. En fait, il a fallu faire un travail extrêmement long, extrêmement pénible. Et mais c'était un vrai motif de consulter un thérapeute. Quand on fait comme ça, on répète sans cesse des erreurs, surtout dans le domaine amoureux. On y laisse beaucoup de plumes, parce que au lieu d'améliorer sa confiance en soi et son estime de soi, on la diminue. Donc c'est Exactement, Brigitte. Et c'est vrai que si nous ne sommes pas aidés, on aura tendance en fait à répéter. Moi, je me suis dit, il faut que je coupe ce schéma-là parce que c'est absolument destructeur. Et en cherchant, il s'avère en fait que ce besoin d'être sécurisé en fait par un homme qui paraît fort, c'est parce que la petite fille n'a pas été protégée.
La jeune femme n'a pas été protégée. Ah, alors moi, ce qui me plaisait, c'était d'avoir en fait ce profil d'homme où on se dit avec lui c'est bon, hein, je suis en sécurité. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse que vous faites, parce que si vous aviez, enfin, je veux dire, vous auriez pu choisir des hommes forts, vraiment forts et sécurisants. Voyez, tandis que vous, en apparence, vous choisissez des hommes qui ont l'air forts, mais qui ne le sont pas en final. Donc je pense qu'il y a quand même on peut imaginer en effet que ça vient de votre enfance, mais il y a certainement soit un père qui était pas un bon père, hein, soit une mère qui vous a fait peut-être par exemple une généralisation, tous les hommes sont toxiques ou je ne sais quoi. Vous voyez, parce que quand même on sait que ça vient de la maman, et il est vrai, il faut, c'est ce que je dis, le plus dur en fait c'est de prendre conscience que nous ne voulons plus en fait ce type de schéma et qu'on doit se respecter, et c'est pour ça qu'en fait j'ai choisi de travailler sur moi, de m'éloigner un peu de la recherche. Donc votre mère vous voulez dire que votre mère ne vous a pas sécurisé, c'est ça? Non, elle était plutôt même à me rabaisser, à m'humilier. C'est ça. Donc vous avez choisi des hommes qui vous donnaient bien la preuve que vous n'aviez aucune valeur. Exactement. Et on répète le schéma, Brigitte, et on continue. Bien sûr. Si c'est pas la maman, c'est des compagnons. Et quand j'ai réalisé qu'en fait, si j'ai de la valeur, si je mérite d'être aimée, je mérite d'être respectée. Non, on n'a pas à me dire ce que je dois faire. C'est toi l'infidèle, ça n'est pas moi. Je ne dois pas m'excuser en fait de tes dysfonctionnements parce que je ne fonctionne pas comme ça. Et donc le positionnement, j'ai aussi travaillé pour que ma fille ne traîne pas les casseroles de sa mère en transgénérationnel, etc. Pour moi, c'était important. Donc du coup, je me suis dit, je vais travailler fort pour que ma doudou en fait puisse être une jeune femme qui se dit, ma mère a réussi quand même à se relever de tout ça. Et pour l'instant, c'est vrai, Brigitte, je vous avoue, je n'ai pas été en quête de rechercher en fait l'amour parce que je me suis dit, aïe, c'est un peu compliqué, il faut vraiment penser à toi. Je suis devenue un peu égoïste. Et je me dis, quand ce sera le moment, juste et parfait, je pense que maintenant je pourrais identifier quel homme peut éventuellement, m'apporter ce dont j'ai besoin en équilibre, en harmonie, en respect. Ça, c'est important pour moi, le respect, l'harmonie, l'équilibre dans un couple. Donc, mais pourquoi attendre Alexandra, si je peux me permettre, je peux vous dire quelque chose là-dessus. Oui, on entend bien que vous dites quand ce sera le bon moment. Finalement, le bon moment, vous savez, comme disait le titre du film, In the Mood for Love, à quel moment on l'est ou on ne l'est pas. Ce que je vous propose déjà, c'est de préparer le terrain. Et je vous donne 2-3 coachings. Vous êtes prête? D'accord? Oui, je suis prête. Premier coaching. Coaching. Pour le demander à l'univers, parce que vous savez, tout est interrelié, hein, il nous arrive toujours que ce qu'on demande qui nous arrive. Donc voilà, toute femme n'a que l'homme qu'elle a demandé, et tout homme n'a que la femme, et même si c'est très toxique. Mais après, pourquoi on a ça, on le travaille. Première chose, faites votre tableau de conscientisation de vos attentes amoureuses. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'il ait? Et vous, Brigitte et moi, quand on vous entend, on a beaucoup d'estime pour vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sent que vous êtes quelqu'un qui vous êtes sorti de cette nasse parce que vous avez fait, comme vous nous l'avez dit, un long travail sur vous. On est d'accord, Alexandra? Alors, une première clé, s'il vous plaît, Alexandra, pour le prochain. C'est non négociable. Dès la première rencontre, que ce soit n'importe où, à une soirée chez une amie, à un dancing, on s'en fout, boîte de nuit, ou sur un site internet de rencontre, on s'en fiche. C'est au bout de quelques minutes ou 2 heures, tu sais, moi je fais un long travail sur moi, je pense que c'est important de mieux se connaître. Et toi, toi Olivier, toi Alexandre, toi Patrick, tu fais un travail sur toi. Et sincèrement, comme disait paix à son âme Charles Genman, le fondateur de l'école parisienne de Sexo-Gestalt, qui m'a tant apporté, si vous faites un travail sur vous, c'est quand même plus simple. Je dis pas que c'est pas possible avec quelqu'un qu'on fait pas, Brigitte, hein, mais c'est quand même beaucoup plus simple d'être avec quelqu'un qui écoute Brigitte Lahaie tous les jours, je vous assure, qui a fait une thérapie ou une analyse. Alors Alexandra, c'est un prérequis pour vous, d'accord? Votre futur conjoint, il fait un travail sur lui. On est d'accord? Ok, d'accord. Nickel. Vous le notez dans un coin de votre tête? C'est noté, hein. Vous vous souviendrez de cette émission? Oui, c'est noté sur mon carnet. Ou alors il fait du tai chi ou des choses comme ça, un peu. C'est clair. Voilà, parce qu'il n'y a pas que le travail sur soi qui permet d'évoluer. Mais non, on ne peut pas travailler que toute seule. Il faut en face aussi qu'il y ait du répondant, que la personne elle ait aussi évolué, progressé, travailler sur elle. Alors, méfiez-vous quand même de certains thérapeutes qui ont choisi d'être thérapeutes pour se soigner et qui n'ont pas réellement fait de travail sur eux.
Ah oui, parce que comme dit Brigitte, il y a travail sur soi et travail sur soi. On est d'accord? Oui. Il y a oui, celui, oui. vous connaissez, Brigitte, on en parle souvent, vous connaissez de la théorie qui n'est pas une théorie, c'est la vérité quotidienne des gens qu'on appelle les thérapistes killers ou les coachs killers, les tueurs de thérapeutes et les tueurs de coachs. Vous les connaissez? C'est Non. les gens qui vont chez un thérapeute et qui vont chez un coach juste pour le tuer. Et ils sortent et disent à leur petite fille amie ou à leur fiancé ou à leur femme, putain, ils sont nuls, tous des nuls. Et ça s'appelle les thérapistes killers. Ils peuvent passer Excellent. 15 ans en thérapie, être chez le meilleur des psychanalystes, c'est très bien pour le psychanalyste, il prend des millions, ça ne lui Non, servira parce à que rien. les très bons ne les gardent pas. Ah, ils le garderont pas. Il lui dit, monsieur, ça sert à rien, je vous sers à rien. Ouais, lui, le très bon, excellent. le authentique. Vous savez, Alexandra, il y a des coachs Oui, killers. Hein. Christophe. Moi, il y a des gens qui sont là pour me tuer. Je le vois bien. Même en salle de formation, il y a des formateurs killers. Il y a des gens, on devient le mauvais objet, comme chez les Melanie Klein. Et au lieu d'aller travailler à l'intérieur de leur mauvais objet, la personne qui est censée avoir un minimum plus de savoir qu'eux, ils vont vouloir la tuer. Et oui, ils vont Eh vous oui, c'est rejeter, plus en simple fait, d'aller ouais. tuer à C'est l'extérieur que tuer à l'intérieur. Eh Ça oui, fait penser à certaines activités exactement. humaines, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai Et je l'impression n'en des dirai fois pas de voir plus. l'histoire de ma vie avec les hommes. Effectivement, en essayant de les aider et leur montrant la voie, ils ont voulu en fait me squeezer, m'éradiquer. Comme disait mon ex-mari, je vais t'éradiquer, t'effacer. Et il est vrai que maintenant, je n'accepte plus qu'on me dise tais-toi. Ou que quand mon instinct me guide et que tout d'un coup je sens que c'est bon pour moi et qu'on me dit non, tu te trompes, etc. Non, je me respecte, Christophe, et ça c'est vrai que Bravo. c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure Bravo. du temps. Et j'espère continuer, mais effectivement, vous avez raison, maintenant peut-être qu'il n'y a pas de bon moment. Non, surtout Non. pas. Surtout pas, parce que si vous savez, si on attend d'être totalement prête, On n'est jamais prêt. on est bourré de Ouais, rides c'est vrai, et on c'est est vrai. sur en fin de déjà, vie. j'en ai pas mal. Et Alexandra, Oui, les êtres humains se font une croyance. On n'est Ouais. pas riche en temps, les êtres humains. On est pauvre en temps. Vous savez, une vie, c'est 30 000 jours, d'après le titre de l'autobiographie de Exactement. Maurice Genevoix. 700 000 heures. Ouais. Ça fait encore plus peur en heures. Et encore, pour une vie de 85, 86 ans. C'est-à-dire la moyenne ça, de vie. c'est ça. Donc, chaque Ouais, jour compte pour votre complètement. bonheur. Tout à fait. Chaque jour compte, carpe diem, hein, je veux Il dire. est vrai que peut-être il va falloir que j'y pense. Il n'y a pas Je pense peut-être. souvent aux autres. Il n'y a pas Il y a peut-être. pas peut-être. Vous écoutez l'émission de Brigitte, donc vous êtes forcément quelqu'un de bien. Oui, et puis d'ailleurs, effectivement, mon meilleur ami qui s'appelait Christophe et qui est maintenant une petite étoile dans le ciel me disait toujours j'adore l'émission de Brigitte, Alexandra, il faut que tu écoutes. Et à chaque Et de fois, là-haut, quand il je l'écoute suis- encore. Ah oui, exactement. On a Et beaucoup en plus, d'audimat là-haut. Il s'appelait Christophe. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est parfait. Vous m'avez vraiment apporté beaucoup de douceur et de joie et ça fait du bien. Merci d'exister, merci d'être là. Oui, et puis moi C'est formidable, vraiment. j'entends une femme qui a beaucoup de cœur et je ne vois pas comment Ouais. elle pourrait rester seule longtemps. Bah, j'espère aussi avant que je sois trop vieille, hein, Brigitte. Eh parce ben que oui, je suis gentille. Hein. Je vous embrasse, Alexandra. Merci. Merci Brigitte, moi Merci aussi à je vous vous. embrasse. Au revoir Christophe. Au Merci. revoir, au revoir. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr, au 0826 300 300 et vous aurez la deuxième clé de Christophe Médici. 14h-16h, Brigitte Lahaye. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Les schémas répétitifs. Alors je vous rassure, hein, on en a tous connu des schémas répétitifs dans quelques domaines que ce soit. Ce qui est embêtant, c'est si on continue à les nourrir, ces schémas répétitifs. Et c'est pour ça qu'on vous demande de nous appeler et de témoigner au 0826 300 300. Alors Christophe Médici, vous allez nous donner votre deuxième clé. Alors la deuxième Première clé, c'est le fameux la première je clé, sais. Hein. Oui, et puis la première clé, c'est aussi une nouvelle activité puisque c'est la rentrée pour se faire. Et la deuxième clé, c'est l'idée que si on est dans des schémas répétitifs, on est dans quelque chose qui fait que, on en parlait en début d'émission grâce à une auditrice, que la peur est là, Brigitte. Et moi, je dirais que les gens devraient travailler l'art d'oser. Alors j'ai un petit jeu de mots. Je dis qu'il faut devenir une magicienne ou un magicien d'ose. C'est un petit jeu de mots. C'est hein, c'est joli. Et donc la deuxième clé, c'est cette idée-là, c'est-à-dire pratiquer l'art d'oser. Alors l'art d'oser, c'est justement quitter un peu sa zone de confort, ça va plaire à tous les coachs qui sont partout sur les réseaux sociaux là, et d'aller vers ce qu'on appelle la zone de risque. Mais en fait, la zone de risque, c'est aussi notre zone de progrès. D'ailleurs, alors, vous avez raison, sauf que si on a vraiment peur, genre la phobie, etc., là, il faut se faire aider parce que sinon tout seul, c'est pas quelque chose on qui n'y fait un arrive tout pas. petit peu peur. Faut évaluer la peur, hein, Brigitte. Un truc qui fait un petit peu peur. Eh bien, dites-vous chaque semaine, allez, je vais tenter quelque chose qui me fait un tout petit peu peur, parce que Brigitte, on en a souvent parlé, entre un courageux et un lâche, il n'y en a pas un qui a peur et l'autre qui n'a pas peur. Les deux ont peur, mais le courageux,
Il va se dire, bah tiens, je vais tenter cette chose qui me fait un peu peur. J'avais un jeune homme là que je coachais l'autre jour. Je lui ai dit, bah tiens, tu vas faire quelque chose de très provocateur. Tu vas jouer au magicien d'Oz. Alors je le dis à tout le monde, vous pouvez tenter de faire ce jeu, mais faites-le avec une amie ou un ami, parce que c'est un peu comme une blague, Brigitte. Je lui ai dit, vous allez arriver devant la terrasse d'une brasserie, une terrasse où il y a beaucoup de chaises devant l'entrée de la brasserie, et vous arrivez devant un serveur et vous lui dites, je peux vous prendre une chaise? Il va vous dire oui. Vous prenez la chaise et vous partez avec. Et évidemment, vous faites 10 mètres et vous la ramenez. C'est complètement provocateur, on est d'accord, c'est à pisser de rire, mais c'est un petit jeu ça me fait un peu peur. Pour un grand timide, ça, Brigitte, demander à un grand timide ou une grande timide de faire ça, eh ben, elle l'a fait. Elle est revenue, sa meilleure amie l'avait filmé avec ce smartphone. Ils ont ri. Évidemment, il était médusé. Était médusé, regardez, le serveur. Vous avez vaincu votre peur des gros chiens. Ah bah, grâce à qui, Brigitte? Première fois que j'ai vu un de vos dogs allemands, je croyais que j'allais plus tenir debout. On va rester juste sur cette petite anecdote. Delphine, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Delphine. Merci d'être avec nous. Donc vous avez envie de réagir par rapport au fait que justement vous avez vécu un grave traumatisme sexuel quand vous étiez enfant encore, enfin en tout cas très très jeune, 12 ans. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, il a été, j'ai envie de dire, pris en charge en mode décalé, parce qu'il y avait l'idée de libérer la parole. Et puis ensuite, je dirais que comme tout à chacun, alors quand la parole est libérée, on a la chance de pouvoir, j'ai envie de dire, continuer son chemin de vie. Et on croit qu'on vit, mais en fait, on vit à moitié vivant. Parce que, en fait, une fois que la parole est libérée, malgré tout le trauma, lui, il a généré toute une série de comportements ou de processus à l'intérieur de la personne, de modes de fonctionnement, qui fait que, j'ai envie de dire, les comportements sont un peu déviants. Alors, il y a des protections qui se mettent en place, voilà. Une armure, si on peut dire. Ouais, c'est un peu ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, dans la relation, et notamment dans la relation à deux, et typiquement quand l'abus est de nature sexuelle, forcément, la relation avec l'homme genre masculin, devient compliquée. Parce que, et en fait, j'employais cette expression tout à l'heure dans l'échange en préparation, c'est comme bien, en fait, ce qui est important, presque, mais c'est difficile quand la vie passe, ce serait, j'ai envie de dire, d'aller soigner le bobo le plus proprement possible au moment où il est passé pour pouvoir continuer à avancer dans les relations de façon complètement, j'ai envie de dire, linéaire. Sauf qu'on sait tous que la vie n'est pas linéaire et que il y a parfois un temps pour tout. Et que du coup, c'est des apprentissages comme le petit enfant qui va marcher. Et parfois, tant qu'on n'a pas soigné la plaie qui est un peu suintante, on se casse la figure. Ça a été un peu mon expérience avec les hommes jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Et même là aujourd'hui, dans la relation que j'ai avec un homme avec qui je suis mariée depuis 20 ans et que j'aime de tout mon cœur, il y a encore des choses qui sont un petit peu des fois vacillantes dans la relation que j'ai avec lui, et on redécouvre, on est exposé aujourd'hui à j'ai envie de dire des expériences qui sont ou des configurations qui font encore écho à des bobos, oui. Parce que c'était pas bien soigné. J'aime bien votre témoignage parce qu'il va permettre quand même de comprendre une différence fondamentale, c'est-à-dire que ok, vous avez vécu quelque chose qui vous a marqué à vie, de toute façon, et toute expérience d'ailleurs positive ou négative nous marque à vie. Je crois qu'il faut arrêter de croire qu'on peut définitivement effacer, évacuer totalement un traumatisme ou même quelque chose d'extraordinaire qui nous est arrivé, mais vous l'avez, comment dirais-je, vous l'avez quand même bien visiblement intégré, et c'est pas, enfin, visiblement vous avez choisi un homme qui est bien pour vous, qui est pas toxique, donc cette, comment dirais-je, vous n'êtes pas dans quelque chose de répétitif qui vous bloque, vous voyez ce que je veux dire? Plus, mais j'ai vécu, avant de rencontrer mon mari, j'ai vécu des expériences qui ont été délétères. On est bien d'accord. Mais ça, c'est ce qu'on a entendu aussi chez Fabienne et chez Alexandra. Uh-huh. Ça a été un moment, et puis vous avez travaillé dessus et vous l'avez dépassé. Et aujourd'hui, il vous reste, oui, votre vécu, votre expérience négative, mais vous en avez fait quelque chose. Et je pense que vous avez certainement une humanité plus grande parce que vous avez souffert, et
et je le répète souvent, je préfère les gens qui ont souffert et qui en ont fait quelque chose que ceux qui sont d'une intolérance terrible parce qu'ils n'ont jamais connu ce que c'est que la vie difficile. Delphine, je peux me permettre de vous faire un retour là-dessus ? Avec plaisir. Alors, vous savez, j'adore votre témoignage, comme Brigitte vous l'a dit, parce que ça fait penser à cette phrase de Martin Luther King que beaucoup de gens connaissent. Évidemment, et ça vous parle, hein, et c'est pour vous ça. Il se peut que vous ne soyez pas responsable de ce qui vous est arrivé. Évidemment que vous n'êtes pas responsable. C'est horrible, d'accord, on est d'accord. Mais tout adulte le devient s'il ne fait rien pour en faire quelque chose et le changer. Vous voyez ? Et c'est ce que vous avez fait, vous. Brigitte, dites ça, et ça c'est très important parce que c'est pas finalement entre les gens qui, moi j'ai écrit un livre en ce moment qui va sortir de 2 mois là-dessus, entre les gens qui réussissent à atteindre des grands objectifs et les gens qui ratent, quelle est la différence ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quelle est la différence ? T'as des gens qui vont être dans ce que j'appelle moi la victimite aiguë. Avec ce qui m'est arrivé, hein, c'est normal que j'en sois là. Ça, j'appelle ça l'effet Calimero. Vous vous rappelez Calimero, Brigitte, quand on était enfant, on regardait ce petit dessin animé. C'est trop injuste. Non, vous en avez fait quelque chose, Delphine. Bravo, bravo. Merci. Et oui, merci à vous surtout parce que c'est important ce que vous venez de nous transmettre. Alors, petite devinette avant les infos, c'est une blonde qui rentre et qui dit à son mari « Mon gynéco m'a dit que j'avais un kyste aux ovaires ». Que répond le mari ? Je vous donne la réponse après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous continuons dans cette deuxième heure à essayer de décoder les schémas répétitifs, que ce soit dans le domaine amoureux ou pourquoi pas dans d'autres domaines, bien sûr. Vous pouvez réagir sur Sud Radio. 0826 300 300. Christophe Médici est avec nous. Alors déjà, je vais vous demander la réponse à ma devinette. Donc, c'est une blonde. Hein. J'ai bien dit que c'était une blonde. Hein. Mais comme je suis blonde, je peux me le permettre. Qui rentre et qui dit à son mari « Mon gynéco m'a dit que j'avais un kyste aux ovaires ». On a bien compris qu'elle n'avait pas compris le mot kyste. Hein. Qu'est-ce que répond le mari ? Alors là, je donne ma langue au chat. Oh, elle est assez drôle. Hein. Eh ben, dis donc, on avait dit que tu avais déjà le diable au cul et maintenant t'as un kyste aux ovaires. Voilà. Et puis, on va décoder cette devise du jour. On ne peut pas se faire la promesse de s'aimer toujours. C'est important parce que quand on s'aime au départ, on a vraiment envie que ça dure toujours. Et malheureusement, même si on se fait la promesse, hein, tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, on l'a tous entendu cette phrase. Malheureusement, non. C'est que lorsqu'on a des difficultés qu'on a pu surmonter ensemble que le lien se construit en profondeur et qu'à ce moment-là, on peut penser qu'on va s'aimer toujours. Hein. Ça fait penser à une chanson de Maxime Le Forestier. Vous vous rappelez ? On se connaît, on dit quand même je t'aime pour toujours, l'éternité n'est plus en siècle mais en jour. Non, ça sert à quoi tout ça, hein, le premier album de Maxime Le Forestier. Oui. Mais si on se dit pas ça au début, il n'y a pas d'histoire d'amour. Et même pendant des années, il faut se dire qu'on va s'aimer toujours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être positif et construire son histoire d'amour. Je dis juste que attention à ne pas se faire des promesses trop définitives. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut jamais se faire de promesses définitives. L'amour étant un sentiment et on sait qu'un sentiment, ce n'est pas forcément durable. Ça peut l'être, hein, bien sûr, mais c'est pas forcément durable. Alors, Florence est avec nous. Bonjour Florence. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Christophe Médici. Bonjour Florence. Bonjour, enchantée. Alors, quelles sont vos erreurs que vous avez tendance à répéter, Florence ? J'en ai beaucoup d'erreurs en fait, je prends conscience que bien longtemps après, je pense. La plus grande erreur, c'est d'être très maternante et un peu sauveuse avec les hommes, c'est ça ? Carrément sauveuse. Alors déjà, je vous reprends parce que vous avez dit quelque chose d'important. Vous dites, je me rends compte bien après, mais vous en rendez quand même compte, et ça c'est quand même un bon point parce que on l'a dit, hein, pour ne plus répéter, c'est déjà de s'en rendre compte, même si c'est longtemps après, c'est quand même au moins déjà une prise de conscience. Ouais. Oui, ça vous convainc pas. Ça n'a pas l'air de vous convaincre. Cachez votre joie, Florence. Cachez votre joie. Non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la première fois que je m'en rends compte, mais j'ai répété quand même. C'est un bon début. C'est un bon début. C'est la première marche. Oui, voilà. C'est ça. Donc très maternante, c'est-à-dire que vous choisissez des hommes qui vont pas bien, hein ?
c'est surtout, je choisis des hommes qui ont besoin de moi. Oui. Qui ont besoin de moi. Ils ont besoin. Qu'est-ce que vous entendez par là? Besoin de votre présence, besoin qui sont dépendants amoureux, on pourrait dire. Ouais, qui sont dépendants, qui sont possessifs, qui sont et tout de même qui veulent être libres quand même, parce que je n'ai eu que, enfin, sauf le dernier, que des hommes volages, j'ai envie de dire, mais qui me veulent quand même pour eux tout seuls. Alors ça c'est embêtant parce que encore vouloir des hommes qui sont un peu dépendants affectifs, ça peut vouloir dire qu'on a peur d'être quitté, donc on choisit des hommes qui sont très dépendants de nous, donc ils vont pas nous quitter. Mais si en plus ils sont volages, c'est pas ça, c'est pas la bonne piste, c'est une autre piste. Donc là, ça veut dire que vous choisissez des hommes qui sont pas des hommes bien. Excusez-moi, Florence. Donc, oui. Hein, on est d'accord. C'est vrai. Bon, oui, mais donc, je ne le vois pas à la base. Oui, mais alors ça vient encore une fois soit d'une croyance, soit d'une généralisation, soit d'un biais cognitif. Quand vous étiez jeune fille, quel discours vous avez eu sur les hommes, par exemple? C'est-à-dire que quand j'étais jeune fille, en fait, j'étais très... comment dire, je laissais pas les sentiments prendre le pas sur la raison. C'est-à-dire au contraire, j'observais, je réfléchissais, je mettais très en temps. C'était pas ma question. Pour vous, comment étaient les hommes, d'après ce qu'on vous avait dit ou ce que vous aviez vu? Les hommes étaient... l'exemple de mon père, c'était volage, mais... voilà, on y est. Voilà, Brigitte, vous lui demandez aussi qu'est-ce que vous avez eu comme exemple de premier couple devant les yeux, Florence. Vos parents étaient comment? Et vous dites papa était volage. Ouais, c'est ça. Et maman était comment? Vis-à-vis de papa? Enfant. Et comment elle vivait le fait que son mari soit infidèle? Elle ne disait pas. Enfin, comment vous l'avez su, vous, alors, Florence? Comment vous l'avez su? Très tard. Elle l'a quitté. Elle l'a quitté et j'ai su que la raison pour laquelle elle l'avait quitté, c'est l'insécurité à tous les niveaux. Donc, c'est compliqué. Et donc, comme vous êtes très fusionnel avec votre maman, vous n'avez pas le droit de faire mieux qu'elle. Alors, je suis pas du tout fusionnelle avec ma mère. Mais en tout cas, quand vous étiez petite fille, vous deviez l'être. Je voulais la sauver, oui. J'étais très triste de sa tristesse. Voyez bien que quand je dis fusionnel, le mot était peut-être pas bien choisi, mais voyez bien que vous vous êtes totalement identifié à votre mère, puisque en tant que petite fille, vous vouliez la sauver. Donc vous êtes tellement comme votre maman que vous pouvez pas faire mieux qu'elle. Donc vous êtes obligé de choisir des hommes volages qui vous vont pas, parce que sinon vous seriez heureuse et donc vous seriez dans un mauvais lien de loyauté à votre mère. D'accord, mais comment faire pour sortir? Est-ce que je peux vous donner une petite clé? Je peux vous donner une petite clé, Florence? Pour ça, j'ai juste besoin d'une petite question préalable. D'accord? Vous êtes prête? Vous jouez le coaching avec nous? D'accord. Bien sûr. Première question quand même. Vous êtes plutôt ces êtres humains qui pensent que, et soyez honnête avec nous, d'accord? On est là, personne ne nous écoute, on est entre nous. Hein. Ça change pas un homme, ça change pas une femme, ou ça change un homme, ça change une femme? Vous êtes plutôt du côté ça change pas, je ne changerai pas, de toute façon je serai comme ça. Vous êtes plutôt du côté ça change? Alors, fondamentalement, je pensais et je pense toujours qu'il y a beaucoup de choses qui changent, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et en même temps, moi j'ai toujours tenté de changer les hommes. Moi, j'ai besoin que vous nous soyez clairs. Vous êtes plutôt dans un état d'esprit. Vous savez, les Américains parlent de mindset. Non, mais là, vous parlez pour elle ou pour les autres? Pour elle, qu'est-ce qu'elle croit? Vous pensez que vous faites partie des êtres humains qui croient que les êtres humains changent? Vous savez, on en entend beaucoup des gens autour de nous, et même à longueur d'émission, ou même entre amis. C'est important parce que votre question, elle n'est pas claire. Alors, je vais être plus clair, Vous avez raison. Est-ce que vous croyez que vous pouvez changer ou pas? C'est ça. Oui. C'est exactement ça, Brigitte. C'était pas clair. Alors, vous avez été plus clair que moi. Je crois que je peux changer. Je pense qu'il faut que je sois très concentrée pour y arriver, parce que il y a beaucoup de choses que j'essaye de changer en moi qui ne seront pas si simples à changer quand même.
parce qu'il y a deux états d'esprit. Hein. Il y a des gens qui pensent que de toute façon on change pas, on est comme on est, tu sais. Et puis alors justement, on est au cœur de notre émission d'aujourd'hui. C'est ça la répétition des scénarios de vie, parce que comme on change pas, de toute façon. Mais moi, je suis content de vous entendre dire. Moi, je pense que je suis dans un état d'esprit qui fait que je change. On est d'accord? Oui, je change. Bon, alors qu'est-ce que vous faites pour changer? Quelle action? Vous vous rappelez quand j'ai parlé des 5 marches tout à l'heure? Quelle action vous mettez en place pour changer? Ce que je mets en place, c'est surtout d'observer les erreurs et d'essayer d'être focalisé. Déjà, sur... essayer, on va rayer le mot. Et observer, on va le rayer aussi. Hein. Donc, quel acte vous faites pour changer? On est sur la marche action. Vous êtes là depuis le début de l'émission? Non, j'ai raté un bout de travailler. La prochaine fois, écoutez depuis le début les émissions. Vous pourrez écouter un podcast vous après ou ce soir la rediff à 22h. Non mais sérieusement Florence, oui. Christophe vous propose un acte pour que vous puissiez changer. Alors moi, j'aime pas beaucoup le changer, j'aime mieux le mot évoluer. Hein. Amélioration. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire pour évoluer? Qu'est-ce que je vais faire pour évoluer? Ce que je suis en train de mettre en place, c'est, je pense, commencer par me taire avant d'agir, avant de comment dire. Mais moi, je vous proposais un truc tout simple, Florence. La prochaine fois que vous rencontrez un homme, vous lui dites écoute, moi, je suis assez tranquille, assez libre, mais je n'ai pas envie de m'engager avec quelqu'un qui n'est pas fidèle. Et vous voyez bien, s'il laisse 3 secondes avant de répondre, c'est qu'il est volage, laissez-le tomber. Parce que mais moi je n'attire que des hommes qui mais là, vous voyez Brigitte, on est typiquement là. Excusez-moi de vous faire un miroir, parce que on est ce qu'on dit, on est d'accord. Je n'attire que, voyez, vous êtes dans la parole du saboteur, mon livre sur les saboteurs, voyez, qui généralise et qui personnalise. Vous m'entendez bien, Delphine? Vous m'entendez? Si vous dites je n'attire que des hommes comme ça, vous le demandez à l'univers, vous allez les attirer. Changez aussi déjà votre manière de parler. Alors, je me suis trompée de phrase. Alors, redites. Alors, on annule, on efface. Voilà, au lieu de parler du passé. C'est-à-dire que je me suis jamais engagée avec personne, j'ai jamais voulu me marier et j'ai jamais demandé ni ni l'exclusivité. C'est eux qui me demandent, c'est pas moi. Moi, je demande rien. Méfiez-vous de quelqu'un qui demande l'exclusivité, parce qu'en général, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas d'une nature très fidèle et qu'il a tellement peur que l'autre soit comme lui. Vous savez, on est souvent, sauf s'il a fait un travail sur lui. Mais s'il n'a pas fait de travail sur lui, il y a de fortes chances que quelqu'un qui vous demande l'exclusivité, c'est parce qu'il n'est pas sûr de la sienne et donc il projette. C'est comme quelqu'un de malhonnête qui, de toute façon, va faire signer je ne sais combien de contrats pour être sûr de ne pas être escroqué. Vous voyez? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans le passé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu que des hommes qui voulaient m'épouser. J'ai toujours refusé et je n'ai jamais, demandé d'exclusivité. Sauf quand j'ai attendu mon premier enfant, où j'ai dit maintenant ce serait bien qu'on se marie parce que je suis enceinte. Et là, j'ai eu en tout cas, Florence, je crois que pour l'instant vous n'êtes pas encore trop lucide sur tout ce qui fait que vous répétez les choses. Donc moi, je vous propose sérieusement vraiment d'écouter tranquillement tout ce qu'on vous a dit. On vous a donné toutes les pistes, on vous a donné tout l'éclairage dont vous avez besoin. Et puis si ça ne fait pas tilt chez vous, allez consulter. C'est comme ça que vous allez pouvoir éclairer en vous ce qui fait que vous répétez sans cesse. Parce que pour l'instant, je pense qu'en effet, vous êtes encore dans la répétition. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Florence. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant, toujours avec Christophe Médicis qui est avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En
compagnie de Christophe Médicis. Il y a du boulot, hein, parce que les schémas répétitifs, on est tous dedans. Et puis je voudrais aussi vous signaler que vous pouvez m'envoyer vos questions sur Facebook, hein, Brigitte Lahaie Sud Radio, ou sur Instagram, Brigitte Lahaie officielle. Et c'est promis, j'essaierai de donner des réponses à tout le monde. Et puis si votre question le mérite vraiment, on pourra pourquoi pas la développer à l'antenne, sans donner évidemment votre nom, avec l'invité du jour. Frédéric, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Alors vous aussi, hein, bah oui, comme tout le monde, hein, on répète. Hein, Alors, écoutez, bon, évidemment, sur le sentimental, je me suis souvent retrouvée dans les mêmes situations. Donc, j'ai compris qu'il y avait des choses que je ne devais plus accepter. Donc, j'ai fermé les portes. Là, récemment, j'ai fermé la porte à une personne qui m'avait laissé pour mon cancer, puisqu'il m'avait trompé en plus. Donc, voilà. Sympa, oui. Donc, je tournais en rond. J'ai espéré qu'il revienne, parce que, bon, évidemment, pervers narcissique. Donc, on est dedans. On a du mal un petit peu à se détacher. Donc, j'ai suivi une thérapie pour ça, bien sûr, qui m'a beaucoup aidée. Et là, pour finir, j'ai rencontré quelqu'un d'adorable comme tout, quelqu'un vraiment avec qui je me sens bien, et ça a été un coup de cœur. Et puis, ça a l'air d'être en bonne voie. Donc, je sais que c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec. Oui, mais vous savez, Frédéric, si vous avez traversé l'épreuve du cancer, forcément, vous avez évolué et ça a changé en vous des choses. Parce que c'est quand même, quoi qu'on en dise, ça fait partie quand même des grandes épreuves de la vie. Hein. Oui, de toute façon, c'est tout le côté affectif, hein, le cancer, surtout le cancer du sein. Donc, voilà. Donc, je me dis que c'est un mal pour un bien. Voilà. Moi, je le prends plutôt positivement, hein, et ça m'a permis d'aller de l'avant. Bon, il a fallu que j'attende des années avant d'être heureuse, mais enfin, je vais l'être, quoi. Voilà. Vous allez enfin vous occuper de vous et vous respecter. Exactement. Et du coup, vous voulez. Parce que je crois que notre petite voix qu'on appelle l'intuition, quand on est en paix avec soi et en relation avec soi-même, elle nous indique les signaux qui font que la personne qu'on a en face n'est pas une bonne personne pour nous. Tout à fait. Puis bon, il y avait la peur de l'abandon, donc il y avait l'estime de soi, il y avait tout ça, donc voilà. Et moi, j'arrêtais pas de m'adresser à l'univers, puisque bon, évidemment, j'ai un sixième sens, donc j'en profite un petit peu. Mais c'est vrai que la dernière personne que j'avais, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, et au fond de moi, j'essayais de de rester sur du positif, mais il y avait derrière toujours quelque chose, allez hop, qui faisait que bon, tout se cassait la figure. J'avais les preuves sous les yeux, donc voilà. Donc au bout d'un moment, il faut savoir dire stop et dire que bon, maintenant, on a autre chose à vivre. Et il faut avancer, parce que sinon, on se mange. Et c'est vrai que toutes les années que l'on a eues... vous savez, le cancer, symboliquement, oui, il nous détruit de l'intérieur. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça nous permet d'avancer sur plein de choses. Moi, je me rends compte que j'en sors grandi, hein, de toute façon, parce que bon, j'ai d'autres façons de penser, j'ai d'autres façons d'agir, même dans des situations. Enfin, je vois que je suis plus la même, quoi. Voilà. Donc, je me dis quelque part, écoutez, tant mieux, il m'a rendu service, hein, le dernier là, mais. Et je préfère le penser comme ça plutôt que d'être négative à vouloir. C'est ce qui s'appelle l'acceptation de l'épreuve qu'on traverse. On en sort un peu grandi. On a appris des choses et on va mieux, bien sûr. Il y a un dicton populaire que j'aime beaucoup, populaire, mais bon, comme quoi le bon sens populaire est important, n'est-ce pas, hein? C'est à quelque chose, malheur est bon. Quand on est dans l'épreuve, évidemment, on ne se le dit pas, ça, d'accord, hein, on se dit pas. Mais il y a un cadeau, vous l'avez dit très justement, il y a un cadeau là-dedans, il y a un cadeau pour grandir, et c'est ce que vous avez réussi à faire. Mais vous savez, ça fait très longtemps que j'ai certaines personnes que je coach en love coaching qui me disent toujours, mon mari ou ma femme se met à côté de moi, toujours sur la case conseil. Vous savez, fais ceci, fais ça. Il y a une série qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça. Et ça fait très longtemps que je me disais, moi-même, alors là aussi c'est pro-domo, ce que je veux dire, j'ai horreur, moi, des femmes plutôt contrôlantes qui disent mets-toi ceci, mets telle couleur, fais ceci, fais cela. Au bout d'un moment, moi qui suis quelqu'un plutôt qui aime l'autonomie, vous voyez, en couple aussi, eh bien, il y a une semaine, un des plus grands thérapeutes américains a dit, Brigitte, je le dis pour tout le monde ici, quel est le mot le plus toxique en couple? Et vous savez ce que c'est? C'est le mot devrait. Tu devrais. Parce que à répétition, une personne qui se met sur la case conseil, d'abord, il y en a qu'un de vrai. C'est ça, Brigitte. Deuxièmement, c'est
Il y a une relation de pouvoir, c'est je sais mieux que toi pour toi ce qui va mieux pour toi. Mais t'es qui pour savoir mieux que moi ce qui est bon pour moi? Et des gens toute leur journée entendent le mari ou la femme. Tu devrais ceci, tu devrais cela. Et ben c'est maintenant l'étude de Monsieur Bernstein, Jeffrey Bernstein, sorti dans le Psychological Clinical Magazine. Arrêtez de dire je devrais, tu devrais dans un couple. Arrêtez. Et Christophe, moi c'est ce que j'ai vécu avec le dernier. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Il était dans le contrôle systématiquement. Et je me rends compte que quand il m'a laissé, ça a été finalement libératoire. Mais évidemment. Je me rends compte que j'existe et j'ai pas besoin de lui pour savoir ce que j'ai à faire. Exactement. Voilà, j'ai repris mon pouvoir. Voilà, je suis autonome, je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, mais je ne suis pas là non plus pour faire ce que lui m'a fait. Je ne transmettrai pas ce que j'ai vécu en utilisant la personne en tant que pansement, parce que c'est vraiment pas le cas et c'est ce que je ne ferai pas de toute façon. Donc voilà, je suis dans l'acceptation de ce qui s'est passé, c'est sûr, mais bon, je passe à autre chose et la page est tournée, quoi. C'est sûr tout ça, quoi. Eh bien, merci de ce témoignage, Frédéric. Et bien, merci, Frédéric. Continuez, vous êtes sur la bonne voie, comme on dit. Alors, une petite pause, et puis en Love Conseil, je vous propose une carte géographique orgasmique féminine. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le sexe au conseil. Alors, Christophe Médicis, ça vous intéresse, j'imagine, la carte orgasmique féminine. Alors là, attendez, je prends des notes. Oui, il faut pas imaginer que toutes les femmes fonctionnent de la même manière. Les hommes sont plus, si je puis dire, monoprogrammes que les femmes. Chaque femme a une sensibilité différente. Alors, il y a des femmes qui sont évidemment très sensibles au niveau du clitoris, la plupart, mais c'est pas systématique. Il y a des femmes qui ne supportent pas qu'on leur touche le clitoris, donc il faut découvrir, et pour découvrir, il faut y aller à tâtons, et non pas à tétons, si je puis dire. Alors il y a bien sûr ce fameux point G, et puis pour d'autres ce serait plutôt au niveau du col de l'utérus, et en général les femmes qui sont sensibles au niveau du col de l'utérus, elles aiment des rapports assez puissants. Donc évidemment ce qu'il faut, c'est découvrir les points forts et les points faibles de chaque femme. Alors en principe, une femme doit savoir ce qui lui fait du bien, mais c'est pas toujours évident non plus, et c'est pas toujours évident de communiquer, surtout au début. Est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu aimes, Donc moi je pense que il faut pas croire que toutes les femmes vont se pâmer parce qu'on va leur toucher le clitoris, leur embrasser les tétons, mais je peux vous conseiller un petit jeu. Vous lui demandez de s'allonger et vous caressez son corps, et vous lui demandez juste de dire si c'est froid, si c'est chaud, ou bien de donner des notes en fonction du plaisir ressenti. Et en ce qui concerne le vagin, c'est important aussi de savoir, parce qu'il y a des femmes qui aiment être prises très profondément, d'autres pas. Et ce qui est important, c'est de demander à la femme de se relâcher ou de se contracter, de manière à ce qu'elle puisse vous faire comprendre par son corps si ce que vous êtes en train de faire lui plaît ou ne lui plaît pas. Et en général, quand même, les femmes peuvent un petit peu avoir cette capacité de resserrer ou de relâcher le vagin lorsqu'elles ont un pénis en elles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, parce que plus on découvre comment la femme aime ce qu'on lui fait, plus évidemment l'harmonie est possible dans un rapport sexuel. Voilà, et je crois que c'est mardi avec Christian Jamin qu'on évoquera justement ces capacités du vagin à se resserrer et à se relâcher, et c'est tout à fait intéressant. Alors la troisième clé, Christophe Médicis. Alors la troisième clé, je l'ai appelée l'effet Mike Horn. Vous savez l'admiration que j'ai pour Mike Horn, ce grand aventurier. Je pense qu'il y a beaucoup de vos éditeurs et de nos auditeurs qui l'aiment aussi. Et l'effet Mike Horn, c'est l'idée que Mike Horn dit toujours: n'attendez pas d'avoir 100% des réponses pour partir à l'aventure, car même si vous n'avez que 2% des réponses, les 98 autres pourcents, vous les trouverez pendant l'aventure. Et ce que j'ai appelé l'effet Mike Horn, parce qu'on est là pour sortir de la répétition des scénarios, on est d'accord, eh bien c'est ne limite pas tes défis, défie tes limites.
Fixez-vous des micro-défis, des moyens défis par mois, 1 ou 2. Et puis évidemment, encore une fois, on revient depuis le début de l'émission, le problème central de la répétition aussi des scénarios de vie, c'est la peur et tous ses dérivés de la timidité jusqu'à l'angoisse. Eh bien, allez, faites l'effet Mike Horn, soyez des aventuriers de votre vie. Pourquoi les amoureux sont-ils des gens extraordinaires? Oui, on se plante parfois. Oui, évidemment, on fait des erreurs de casting, mais vous êtes des aventuriers. Nous qui tentons d'aimer, on plonge dans une histoire d'amour, on s'engage. C'est un pari, gagnant ou perdant, mais c'est une aventure. Vaut mieux ça qu'être la femme de la chanson de Goldman, qui vient du vieux pain sur son balcon et qui regarde l'amour, elle, dans les feux de l'amour tous les jours. On est d'accord? Non. On n'est pas la femme de la chanson de Goldman. C'est ça les défis. Alors, on y est. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que nos croyances sont un atout pour faire les bons choix? Nous avons Frédéric qui est avec... pardon, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. C'est Bruno qui est avec nous. Bonjour, bonjour Bruno. Bonjour Brigitte. Alors, vous êtes pour, vous pensez que nos croyances sont un bon guide. Et nous avons Jérôme qui, lui, est plutôt contre. Alors, bonjour Jérôme. Allez-y, d'abord on va commencer par Bruno, soyons positifs. Qu'est-ce qui vous fait penser que nos croyances sont positives pour faire les bons choix, Bruno? Alors, les croyances sont positives parce que déjà ça nous donne un point d'appui. Oui. Et c'est ça qui est important. C'est qu'elles soient justes ou fausses, au moins on les a quelque part. Et donc ces croyances qui ont pu nous être données par nos parents, par l'éducation, par l'environnement, elles nous donnent le cadre et un point de départ pour après se positionner. Donc le premier point, c'est ça, c'est le point de départ sur lequel on va pouvoir se construire et se bâtir. Pour ou contre d'ailleurs. C'est-à-dire qu'après on peut aussi bien sûr remettre en cause. Mais ce que vous dites est intéressant parce qu'au moins on ose, comme vient de le dire Christophe. Voilà. Quand on a des croyances et qu'on s'appuie dessus, au moins on avance et on fait quelque chose. Et ça donne ce repère initial, on va dire. D'accord. Et Jérôme, vous êtes plutôt contre. Qu'est-ce que vous argumentez à Bruno? Moi, on a beaucoup de croyances inconscientes quand on sait quand même que nos croyances déterminent notre réalité. Parce que les croyances déterminent les pensées, occasionnent des pensées, qui occasionnent des émotions, qui occasionnent des actions, des expériences, et c'est la réalité qu'on vit. Donc, quand on voit, on a quand même beaucoup de croyances négatives à l'intérieur de notre cerveau, qui sont beaucoup dues aux injonctions parentaux. Attention, ils ont cru bien faire. Je leur jette pas la pierre. Ils ont cru bien faire, mais quelquefois, il y a des injonctions qui sont relativement limitantes. Donc, ça peut peut-être être un frein à notre développement et à oser s'engager. Parce qu'on sait très bien que ne le fais pas, tu sais pas ce qui va se passer derrière. Ça peut générer des peurs, comme disait tout à l'heure Christophe de Médicis, d'ailleurs bonjour. Bonjour. Et ça peut occasionner des freins. Donc je pense que les croyances, justement, quand on fait une thérapie, qu'est-ce qu'on fait? On modifie nos croyances, justement, parce que nos croyances sont beaucoup limitantes. Alors, moi, je donne des arguments à tous les deux. Je prendrai parti après, mais je vous laisse débattre. Là où vous avez un peu raison quand même, Jérôme, c'est que très souvent nos croyances s'installent dans l'enfance et l'adolescence, et plus on est insécurisé, moins on a eu d'amour de ses parents, plus on installe des croyances qui sont des mauvaises croyances. Donc, vous n'avez pas tort. Bruno, qu'est-ce que vous répondez à Jérôme? Par exemple, moi j'ai une croyance, je pense, qui m'a été transmise, c'est que je suis assez optimiste. Oui, c'est une. Et voilà, je pense que. C'est peut-être une vérité, c'est peut-être pas une croyance. Demain, ça sera toujours un peu mieux. Donc je rejoins Jérôme sur ce qu'il dit, et je pense qu'on n'est pas si éloigné que ça sur le fond du sujet. C'est-à-dire que, en effet, par contre, il faut les connaître ces croyances. Il ne faut pas les subir, ou il ne faut pas. Oui, mais là vous parlez vous êtes de nature optimiste, c'est un trait de votre personnalité, c'est plus une croyance. Oui, c'est tout à fait. Mais, mais au départ, c'était une croyance, oui. Voilà, exactement. Enfin, j'étais persuadé que demain serait mieux. J'ai vu que des fois, demain c'était pas aussi bien que ça et que ça se passait pas. Je suis d'accord. On va peut-être faire une synthèse sur les deux. Bravo, messieurs. En tout cas, vous êtes passionnants. Finalement, nous, dans le milieu du coaching et de la psychosociologie, je pense que vous savez aussi, et tous les auditeurs savent ce que je vais dire. Mais effectivement, Brigitte, il existe deux familles de croyances. D'accord. Dans un de mes livres, je les appelle les croyances CAP. Celle-là, c'est compatible, attractive et positive. Et ça, c'est des bonnes croyances par rapport aux objectifs qu'un être humain a, et les autres je les appelle les croyances LINI, elles sont plutôt négatives, limitantes. Il y en a un des deux qui a dit la phrase,
invalidante, négative, il l'a dit tout à l'heure, et incompatible avec vos rêves. Et évidemment que les croyances ont été constituées parce que nos parents nous ont dit, prenons l'argent, vous en parliez tout à l'heure Brigitte, entre des parents qui disent, il y a un livre très connu qui s'appelle Père riche, Père pauvre de Miyazaki. Miyazaki a eu deux pères, un père qui ratait, qui aimait pas l'argent et qui lui disait, tu sais, l'argent, ça fait que du bad et ça rend con et on n'est pas heureux. Et puis il avait un père riche qui aimait l'argent. Il a eu deux familles de croyances, les Ligny et les Cap, et on est tous comme ça. Vaut mieux des croyances Cap. Vaut mieux des croyances Cap. Vraiment. C'est l'intérêt de retourner ce que les Asiatiques disent beaucoup, retourner à l'intérieur de soi, parce que je crois profondément que en fait nous sommes tous avec des croyances plus ou moins limitantes, et le but du jeu, le but de la vie, c'est justement d'aller les rencontrer, de pas aller les juger, et justement dans la mesure du possible, parce que c'est difficile d'aller dans l'inconscient tous les jours, mais de regarder où c'est que il y a des espaces de friction pour pouvoir justement s'ajuster au mieux et ajuster ses croyances. Je pense que c'est le parcours d'une vie en fait. Humblement, je pense que... Ouais, j'aime bien une phrase, c'est une phrase que m'a dit un chaman, et je la trouve assez juste, ne crois pas, ressens. Ça vous parle ça, Jérôme, Bruno? Tout à fait. Pardon. Moi, je crois beaucoup. En ce moment, c'est faire confiance à son intuition. Alors, quand le modèle de Kahneman dit qu'attention, l'intuition, le stade 1 d'intuition, il faut s'en méfier parce qu'il y a plein de biais cognitifs. Et le Absolument. stade 2, c'est le modèle, c'est leur réflexion, mais il est aussi biaisé. Donc c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est effectivement, il faut ressentir, il faut prendre du recul par rapport à ce que l'on vit. Moi, ce que je peux dire sur l'intuition, parce que c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps. D'abord parce que c'est grâce à mon intuition que très 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 souvent j'entends bien ce que vous êtes en train de témoigner tous et toutes. On peut être très très intuitif dans un domaine qu'on connaît bien, mais il faut se méfier de son intuition dans des domaines qu'on ne connaît pas bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jérôme, Bruno? On n'est pas loin de la croyance d'ailleurs, sinon, quand on parle d'intuition. Pardon Bruno, excusez-moi, pardon. Non, je vous en prie. Vous êtes élégants tous les deux, bravo. Ils sont éduqués, Brigitte, ils sont éduqués. Non, je sais que j'ai pas raison de toute façon. Cette intuition, c'est en effet certainement pour moi en partie une fulgurance qui nous parle directement, et en effet plus on est dans un sujet connu, plus elle peut être juste, ça c'est certain. Parce que c'est une sorte de fulgurance instantanée, des raccourcis, et on n'a même pas vu le chemin, et on est déjà arrivé à la solution. Il faut juste faire très attention, il faut la challenger quand même régulièrement. Oui, mais regardez, Newton, quand la pomme lui tombe sur la tête, il a l'intuition tout de suite de cette formule extraordinaire qu'il a découverte, mais parce qu'il était dans cette recherche-là. Quelqu'un qui a eu la pomme qui lui tombe sur la tête, ça lui a rien apporté. Oui, et puis Brigitte, vous savez, moi souvent il y a une anecdote très connue qui s'est passée dans une université qui va un peu nous remettre tous d'accord sur cette question des croyances. C'est l'histoire de Charles Danzig au XXe siècle, qui était étudiant en mathématiques à Harvard, en 3e cycle. Il arrive en retard au dernier cours le vendredi. Et évidemment, il y a une formule mathématique qui est comme ça sur le tableau, mais le prof est parti et tous ses potes sont partis. Donc il prend la formule et il travaille tout le week-end sur la formule. Il revient lundi matin, il donne son travail à son enseignant. Son enseignant est médusé. Bon, il lui dit, mais comment vous avez fait ça, Charles? Il dit, écoutez, je crois que c'était le devoir qu'il y avait à faire pour le week-end, n'est-ce pas? Mais pas du tout, Charles, c'est une équation sur laquelle se cassent les dents depuis les siècles tous les plus grands mathématiciens au monde. Le prof avait montré ça à tout le reste de sa groupe de recherche, et ils ont tous cru qu'évidemment c'était impossible à trouver. Charles ne savait pas, ne croyait pas, et c'est ça le terme, que c'était impossible, et donc il l'a fait. Et ça donne cette phrase très connue, ils ne croyaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et c'est magnifique, je finirai là-dessus, la phrase du cardinal de Retz dans ses mémoires, la force des héros, c'est de savoir distinguer l'extraordinaire de l'impossible. C'est ça qui est beau. Pour les gens qui croient que c'est impossible, toute leur vie c'est impossible, et le héros va dire non, c'est extraordinaire, et je vais vous le prouver. C'est pour ça que je crois en l'équation personnelle. Je crois vraiment en l'équation personnelle. Bon, eh ben, écoutez, merci de cette anecdote qui est quand même assez incroyable. Alors, je vous laisse, on va conclure d'abord avec Jérôme. Qu'est-ce que vous ajoutez, Jérôme, pour convaincre ceux qui nous écoutent? Il ne faut pas croire ses croyances. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Brigitte, dans le sens où effectivement c'est se donner le droit à l'erreur, et c'est oser faire, et c'est quand on a accumulé beaucoup de connaissances, beaucoup d'expériences, qu'à un moment donné l'inconscient, pour moi, et je sais pas si vous allez me donner raison, ça serait
assez intéressant de le savoir. Je pense que le corps et l'inconscient sont étroitement liés. Et en fait, à un moment donné, quand on dit ouais, mais l'intuition se situe dans le corps, je pense que c'est quand l'inconscient il a accumulé tellement d'informations qu'il en a fait une synthèse et que ça devient, comme disait tout à l'heure Bruno, cette fulgurance. Eh ben, je vais vous donner la phrase qui va vous prouver que j'ai bien entendu ce que vous avez dit et que je suis d'accord. Le corps ne ment jamais. Ben oui. Ben c'est donc ressentez, si vous ressentez que ça vous fait du bien de rencontrer telle personne, c'est une bonne personne pour vous. Si vous ressentez que ça vous fait du mal, c'est une mauvaise personne pour vous. Et ça, c'est vraiment le corps qui nous le dit, c'est pas la tête ni le cœur. Merci à vous, Jérôme. Bruno, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour conclure? Rien d'autre, là. On va s'arrêter là-dessus. C'était une très belle phrase, Brigitte. Je partage totalement cette conclusion que vous devez faire sur le corps ne ment jamais. Bon, alors il est 15h42, exceptionnellement, on va arrêter et puis on va tous respirer ensemble. Et vous êtes tous invités à une conférence de Christophe Médicis. Merci Bruno, merci Jérôme. Merci Bruno et Jérôme. À tous les deux aussi pour cette capacité à vous écouter l'un et l'autre, et c'est tellement important. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant avec Fabienne, qui je crois aime bien Christophe. Ben, c'est votre petit cadeau de la semaine, Christophe. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous. Vous serez là demain aussi. On parlera musique avec vous puisque vous êtes l'auteur de ce livre qui marche très bien. Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. C'est aux éditions Lanor. On en parlera forcément plus demain. Mais aujourd'hui, on parle des schémas répétitifs avec, je crois, Fabienne qui connaît bien Christophe Médicis. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Christophe, bonjour Brigitte. Fabienne, vous me dites quelque chose. Fabienne de Nantes. Oui, vous m'aviez convié à venir donner une conférence à Nantes. Et oui, vous aviez organisé toute une conférence et vous avez fait des stages à la méthode de qualité relationnelle à Nantes. Je vous connais très bien, Fabienne. Extraordinaire. 2 stages HQR. À l'époque, j'étais avec Christophe, et puis je suis restée 6 ans. On a eu plein de choses qui se sont améliorées grâce à votre méthode. Merci Fabienne. Mais on n'est plus ensemble, voilà. Donc j'ai l'impression, moi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, que je l'aide à avancer, mais moi, je ne sais pas si j'avance ou si je recule, mais en tous les cas, je suis toujours seule. Voilà. Donc je ne sais plus quoi faire. Enfin, toujours seule. Non, vous rencontrez des hommes avec qui vous passez quelques temps. Oui, je vous avais appelé en juin d'ailleurs. 6 ans, c'est pas rien, 6 ans quand même. Oui, j'avais rencontré quelqu'un en juin qui me plaisait beaucoup et bon, il était très très distant, et il n'envoyait pas beaucoup de messages et puis voilà. Et puis bon, à un moment il m'a dit bon non, je suis pas prêt, je suis très indépendant, mais n'empêche qu'il m'envoie tout le temps des messages, donc c'est bizarre. Et donc je ne sais plus trop quoi faire là, j'attends une baguette magique. Vous attendez quoi? Vous attendez de retrouver cet homme ou... J'aimerais bien, mais là, ça paraît compliqué. Enfin, je l'ai revu il y a 15 jours. On a déjeuné ensemble. Et dès que j'essaie de lui parler un peu de choses un peu... intimes, comment dire, voilà, il fuit. Bon, il me dit non, mais j'aime bien passer des moments avec toi. Et puis quand il m'a quitté, il m'embrasse. Fabienne, il n'y a rien à comprendre. Si, il y a juste à comprendre qu'il faut quitter cet homme et il vous libérer de cet homme pour pouvoir en rencontrer un autre. Oui, c'est ce qu'il a fait. C'est lui qui m'a quitté, mais il revient. Donc c'est bizarre. Non, mais là, vous parlez de lui. Moi, je parle de vous. D'accord, parlons de nous, de moi. Oui, vous continuez à avoir un homme avec lequel vous espérez quelque chose qu'il ne vous donnera pas. Donc vous vous mettez dans une situation où vous n'êtes pas libre. Voilà. Et si vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut déjà faire de la place. Si la place n'est pas vide, comment voulez-vous qu'il y ait quelqu'un qui puisse rentrer? Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous, mais personne ne me plaît. Tous les gens que j'ai accueillis... parce que vous êtes encore avec lui. Fabienne, si vous vous rappelez bien, lorsqu'on fait le stage niveau 2 de la HQR, on travaille sur le saboteur. Vous vous rappelez? Oui. Bon, le saboteur, il a une sable-langue, la langue du saboteur, vous vous rappelez? La sable-langue, c'est la personnalisation, la généralisation. Si vous dites jamais, toujours, tout et rien, quatre mots qu'adore le saboteur, tout, rien, jamais, toujours, hein, ce n'est pas vrai. Le prochain, Fabienne, il faut le préparer. On le disait à une autre des auditrices de l'émission en cours d'émission, préparer sa venue. Moi, je suis persuadé qu'il nous arrive toujours ce que nous demandons à l'univers.
Voyez. Donc, prenez une feuille ce soir, faites votre tableau des attentes relationnelles. Alors, je vais dire les choses autrement, et c'était la devise d'hier d'ailleurs. Ouais. Il nous arrive pas toujours ce qu'on demande à l'univers, mais il nous arrive toujours ce qu'on n'a pas demandé à l'univers. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans cette relation que vous espérez avec cet homme qui n'a pas marché, et qui de toute façon depuis le mois de juin, si ça avait dû marcher, ça aurait marché. Excusez-moi, on est en septembre. Eh ben, forcément, il peut rien arriver d'autre. Mais j'ai fait la liste, hein. J'ai noté tout ça, exactement, précisément tout ce que je souhaitais. Je m'imagine dans cette situation et tout. Oui, mais ça reste, je pense que ça reste au niveau de la tête, là. Hein. Oui, vous êtes dans le oui, mais. On entend le mais tout de suite. Oui, mais. Vous voyez ? Oui, mais. Oui, mais. J'ai pas dit oui, mais, j'ai dit pour l'instant. Pour l'instant. Il y a une phrase très belle de Goethe, parce qu'on est sur cette émission, on est bientôt en fin d'émission, vous voyez Fabienne, qui dit « Tant qu'on n'a pas compris son passé, nous sommes condamnés à le répéter ». Et j'adore cette phrase de Goethe. Oui. Parce que le mot compréhension, c'est pas rien. Comprendre. Les émissions comme ça de Brigitte nous aident à comprendre. Ça fait des années, alors qu'est-ce que j'ai pas compris ? Mais on n'est pas vous. Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? On n'est pas vous. Mais vous êtes très doué, parce que vous savez quoi ? Quand on cherche, et vous êtes une chercheuse, on est d'accord Fabienne ? Un jour on trouve. Quand on cherche, un jour on trouve. Donc n'abandonnez jamais. Fabienne, excusez-moi, je crois que vous nous avez dit que vous essayez de changer les hommes, ou en tout cas vous essayez de les aider, vous essayez. Mais c'est pas ça l'amour. L'amour, on rencontre quelqu'un, on le prend tel qu'il est, on essaye ni de le changer, on essaye surtout pas de le changer, parce que d'abord on ne change pas l'autre, on peut éventuellement soi-même. Et ça c'était avant. Mais maintenant, non, je n'essaie plus d'échanger. Maintenant, justement, je m'adapte. J'essaie de m'adapter jusqu'à un certain point. Et puis après, je me dis, est-ce que je m'adapte ou est-ce que je suis en train de faire... Je suis plutôt une poire, là. Je me laisse faire... Mais on peut se laisser faire en amour. Quel est le problème ? De quoi vous avez peur ? On a l'impression... Vous savez, je crois que vous êtes... comment dirais-je ? Vous n'êtes pas confiante dans le lâcher-prise qu'on doit avoir dans la relation d'amour avec quelqu'un d'autre. Et vous êtes persuadé que de toute façon, ça risque de se passer mal. Ah non, pas du tout. Ah non, vraiment, je suis dans le lâcher-prise total. Je me dis, là, je suis sûre que ça va bien se passer. Et je rencontre quelqu'un, ça se passe bien, les premiers jours et tout. La personne me dit, là, moi, je dois partir ici, je dois partir là. Ok, on se connaissait pas il y a 2 mois. C'est normal que tu as un emploi du temps et des choses à faire, moi aussi. Et après, la personne s'éloigne donc physiquement. Non mais Fabienne, on est d'accord. Si vous faisiez tout bien, vous seriez bien avec un homme et vous seriez pas seul. Donc il y a quand même quelque chose qui cloche. On est d'accord. Fabienne, vous êtes toujours là ? Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui cloche. Et moi, j'ai pour habitude, quand on me répond très vite, non, c'est pas du tout ça, c'est que quelque part, c'est tout à fait ça, mais qu'il y a une sorte de déni de quelque chose. Donc moi, encore une fois, peut-être que je me trompe et je n'ai pas la science infuse. Hein. Je ne suis là que pour essayer de vous aider. Mais je vous conseille quand même peut-être de réécouter la manière dont vous m'avez répondu de manière immédiate que c'était absolument pas ça. C'est pas tout à fait anodin. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Et d'ailleurs, quand on parle avec quelqu'un et qu'il a tendance à tout de suite dire mais pas du tout, on sait très bien que le pas du tout c'est une défense et encore une fois je la respecte tout à fait parce que j'entends bien que vous avez envie d'être heureuse en amour et je crois que c'est tout à fait justifiable et normal. Il y a plein de gens qui voudraient être avec moi, mais ils me plaisent pas. Non, mais ça, on parle pas d'eux, Fabienne, vous êtes d'accord ? On parle pas d'eux. Mais bon, pourquoi ils viennent me voir ? Mais pour rester optimiste. Non, mais attendez, Fabienne, beaucoup de gens doivent conduire des gens. C'est pas ce que vous dites. Brigitte, elle vous dit. Et tout, tu es top, machin. Je suis top avec les gens. Fabienne, écoutez et vous réécouterez l'émission ce soir. Oui. C'est vrai que Brigitte a raison. N'essayez pas de dénier ou de ne pas vouloir ce qui vraiment peut vous aider. Recevez-le et faites-en quelque chose. Voyez ? Parce que dans les 4 zones, vous savez bien qu'on a tous, et tous les êtres humains sont comme ça, une zone aveugle et une zone inconnue. Si elle vous parle à votre zone aveugle, vous savez, l'angle mort dans la voiture,
on veut pas le voir celui-là. Vous voyez Fabienne, c'est là que la solution se trouve. Mais par contre, pour finir sur une dose d'optimisme, il y a une phrase très belle de Rumi, le grand sage soufi du XIIIe siècle, et c'est un cadeau pour vous Fabienne. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Oui. Donc il est quelque part. Et puis, juste un petit pied de nez comme ça, Fabienne, pourquoi pas essayer avec un homme qui vous trouve bien, qui a envie de sortir avec vous. Essayez, vous verrez bien, peut-être que vous changerez d'avis, après tout. Si vous avez autant d'hommes qui ont qu'une envie de sortir avec vous, essayez-en un. Vous savez, parfois, on commence une relation vraiment juste parce qu'on était un soir de déprime et que, bon, franchement, plutôt que de dormir seul, on le prend. Et puis finalement, on tombe très, 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 très amoureuse de cette personne qui est venue nous chercher parce que cette personne-là a vu ce qu'il y a en nous de si merveilleux. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'on est vraiment quelqu'un de merveilleux. Voilà peut-être une belle conclusion, non, Christophe? Très très belle conclusion pour une très très belle émission de rentrée. Merci à vous Christophe Médici. Merci, et merci Fabienne. Merci à tous. Demain on retrouve Christophe Médici, on parlera de musique parce que ça adoucit les mœurs, s'il paraît. Tout de suite vous retrouvez Christophe, qu'est-ce que je sais même plus, Alexandre de Lavanne, pardon. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.